Bonjour tout le monde, c'est Alexandre Aldama et c'est la minute du génie civil. Ok, je m'excuse du fait que je vais parler un peu vite parce que quand je prends mon temps, les vidéos sont trop longues, les gens n'ont pas assez de gigs à Abidjan pour pouvoir regarder. Donc le problème est plus pour nos pays africains, ok, parce que les Américains n'ont pas trop de problèmes avec ça et les pays un peu développés n'ont pas trop de problèmes avec ces écoulements de bâtiments et tout, même si ça se passe un peu partout. Mais quand c'est une faute assez grave qui peut être évitée parce qu'il y a des manques de protocoles qu'il faut suivre, ok, donc nous on a plus besoin de ça. Donc je vais parler un peu rapidement pour que les gens puissent savoir et puissent être informés avec les guides qu'ils ont. Ok, donc on a créé la page, on a créé la rubrique la minute du génie civil pour parler des problèmes qu'on a, ok, dans nos pays par rapport aux écoulements de bâtiments. En fait, il y avait des bâtiments qui s'écoulaient. J'ai ma cousine qui a perdu son mari qui était maçon dans un bâtiment à Yopougon, ok, qui s'est écoulé. Et là, ça m'a tellement choqué, j'ai essayé de faire la page. J'avais déjà créé une page qui s'appelle Génie civil, passion de ma vie. Ok, il y a un peu longtemps. Et puis là, j'ai commencé à travailler. C'était trop dur d'être focalisé parce qu'ici aux États-Unis, on travaille beaucoup. Mais partout, on travaille beaucoup. Mais ici, vraiment, tu peux pas avoir le temps. Les gens sont assez busy. Donc, j'avais pas pu terminer ça. Donc là, j'avais commencé et je m'étais arrêté parce que j'étais assez busy. Alright. Donc là, je suis obligé de recommencer parce que aujourd'hui, 19 mai 2019, il y a un bâtiment qui s'est écoulé à Yopougon, à Angers, pardon. Et là, j'ai dit, il faut que je fasse la vidéo. Ok. Donc là, on va parler des problèmes qui font que les bâtiments s'écoulent et qu'on n'arrive pas à suivre certains protocoles. D'abord parce qu'on ne les a pas. Et même quand on les a, souvent ils ne sont pas assez stricts, ils ne sont pas assez forts et ils ne sont pas suivis. Ok, donc on va parler de ça, de leur importance. Ok, là c'est les codes and regulations. Ok, il y a les codes, les standards, les regulations. Ok, donc là je vais parler d'un code. Qu'est-ce que c'est qu'un code? Donc, un code, c'est un standard qui a été choisi par une juridiction. Okay? C'est un standard qu'on écrit et quand c'est choisi par une juridiction, pour être utilisé, il devient un code. Donc, il devient la loi qui gouverne ce qu'on fait. Et très souvent, c'est caractérisé par rapport aux matériaux que tu utilises. Donc, le matériau que tu utilises est gouverné par un code. Par exemple, le style, c'est l'acier. Donc, le livre noir qui est là à gauche, on appelle la Bible du génie civil. Ça, c'est le livre que j'ai utilisé. C'est sorti en 2005. Et après, en 2010, il y a un autre livre qui est sorti. Donc, ceux qui ont gradué après ont pu utiliser ça. Et après, il y a un autre livre qui est sorti en 2014. Normalement, il sort chaque 5 ans. Et lui, c'est l'agency, l'agence qui dirige ça, qui écrit ces livres-là, ce code-là. On l'appelle AISC. So, AISC, c'est AISC, c'est the American Institute of Steel and Construction. Au milieu, vous avez le building code du béton. Donc, le béton est gouverné par une agence qu'on appelle ACI. ACI, c'est American Concrete Institute. OK? So, dans le ACI, il y a plusieurs comités. Et le comité 318 est le comité qui s'occupe de structural concrete. Donc, du concrete structural. Donc, c'est lui qui est pour les bridges, comme on appelle ça, ponts. Et puis building, genre les immeubles et tout, tout ce qui est structural. C'est le 318, comité 318. Donc, c'est le vrai building code qui est là. Et maintenant, à droite, on a le International Building Code. So, International Building Code n'a rien d'international. Ok, c'est juste pour dire que lui, il rassemble tous les autres codes. Et il y a plusieurs autres codes, mais je vais parler des deux plus importants, l'acier, le concrete et puis le IBC. IBC, c'est International Building Code. Comme j'ai dit, il n'y a rien d'international là-dedans, mais il regroupe tous les codes. Donc, il y a des codes de fire. Ok, il y a le NFPA qui est National Association of Fire Protection. Ok, and NFPA, National Fire Protection Association. Sorry, National Fire Protection Association. Et j'ai beaucoup utilisé le NFPA quand je faisais le building, interior building for fire alarm, alarme de feu,
protection avec sprinkler et tout. Donc, il y a les NFPA et il y a les différents codes de NFPA, standpipe, sprinkler and all that. Donc, sprinkler, c'est NFPA 13, 13 et standpipe, c'est NFPA 14. Donc, je vais pas rentrer dans tous les détails. Mais tout ce qui est code, le IBC regroupe ça. Donc, une juridiction peut choisir d'utiliser le IBC. Mais ce que vous devez savoir, c'est que depuis des générations, depuis plusieurs années, le ACI, c'est ce qui gouverne tout ce qui est béton aux États-Unis. Il n'y a pas un autre. Le AISC, tout ce qui est style aux États-Unis, c'est American Institute of Civil Construction qui dirige. Donc, chaque state a le droit d'avoir son propre code. Chaque juridiction dans le state a le droit d'avoir son propre code. Chaque, comment on appelle ça, projet a le droit d'avoir son propre code. Néanmoins, ils ne peuvent pas être moins stringent. Stringent, c'est des stricts, c'est des rigoureux. Ils ne peuvent pas être moins rigoureux que le national code, qui sont les codes qui sont là. Ok? Donc, un pays doit avoir des codes et les codes doivent être strictement respectés. Et il faut qu'il y ait un suivi de ces travaux-là et des rapports qui soient faits et qui soient gardés dans le ministère, ok, ou dans la juridiction qui s'occupe de ça. Ici, il y a des grandes juridictions qui ne sont même pas des ministères à petite échelle, mais ils sont beaucoup très organisés, ils sont très respectés, très organisés. Vous avez par exemple PA, qui est Port Authority de New York, par exemple. Port Authority de New York et New Jersey, ils s'occupent de l'aéroport. Donc, quand on construisait l'aéroport de New York, c'est eux qui gouvernaient. Nous, on dirigeait les inspecteurs qui étaient là-bas et on leur faisait le rapport. Donc, c'est une institution assez importante. Vous avez AFA, Indiana Financial Authority, qui s'occupait quand on faisait le bridge entre Indiana et Kentucky. Eux, ils venaient, c'est à eux qu'on faisait tous les rapports. Ce sont des institutions assez importantes, assez grandes. Vous avez les DOT de chaque state. DOT, c'est Department of Transportation. Et ce sont des juridictions qui ont authority. Donc, on les appelle AHJ, Authority Having Jurisdiction. OK? Et c'est très important qu'un pays ait ce genre de code et de juridiction qui surveille et puis qui vérifie tous les plans. Et avant que quelque chose ne soit construit, ça doit passer par un PE, c'est-à-dire un Professional Engineer, et pas forcément un architecte, un Professional Engineer. L'architecte va te faire le gros plan, le grosso modo. Le Professional Engineer doit venir te travailler sur tout ce qui est life threatening, tout ce qui est un frein à la vie, qui peut tuer quelqu'un et qui peut sauver des vies. Donc, il va regarder les forces et tout ce qui est connexion structural et pour make sure que everything est good, ok? Pour faire de telle sorte que tout est bien, alright? Donc, c'est le professional engineer qui s'occupe de ça, ok? Donc, on rentre directement dans le but du sujet, c'est-à-dire les différentes causes d'écroulement, ok, l'écroulement de building. On a d'abord les causes géotechniques, ok, causes géotechniques, je vais parler de compaction du sol, je vais parler de fondation du sol, je vais parler de glissement, érosion du sol. Ok, normalement, la compaction du sol fait partie aussi de la fondation, ok, mais c'est pas toutes les compactions qui font partie des fondations. Ok, vous pouvez avoir des compactions qui sont faites pour que le sol ne soit pas dissocié. Ok, la compaction dans sa définition, c'est quoi? C'est la réduction d'air, ok, dans le sol. Ok, tu le compactes, ok, parce que le sol a un volume. Ok, dans le volume, il y a ce qu'ils appellent le loose material. Genre, le sol est un peu détaché. Donc, quand tu le compactes, tu rends les particules du sol rapprochées les unes des autres. Donc, il devient compact, il devient plus dur, ok, et l'air s'échappe. Donc, tu réduis le volume d'air et tu le compactes. Donc, c'est pour le rendre stable, pour le rendre, comment on appelle ça, stable, pour ne pas qu'il bouge, pour ne pas qu'il soit dissocié et pour qu'il soit plus dur pour supporter plusieurs charges. Ok? Donc, et ça, on le fait en bas de la fondation. Et on met la fondation là-dessus et on met les autres charges. Comme ça, le sol ne se dissocie pas. Parce que quand le sol se dissocie, ok, tout le béton de la fondation est entre quelque chose de dissocié, il peut break, ok, il peut se casser, il peut avoir toutes sortes de fissures. Et après, la structure elle-même n'est plus solide. Donc, toutes les compactions ne font pas partie de la fondation, okay? Même si 90% des cas, ça fait partie de la fondation. Et maintenant, il y a l'érosion. L'érosion, quand vous construisez une maison, vous avez un building à côté d'un bas-fond,
ok, que vous avez l'eau qui passe chaque fois, ça enlève des filets, ok, de sol. Et le sol qui est là veut remplacer ce qui est enlevé, ok, la nature aurait du vide. Donc, en essayant de faire ça, on a un mouvement de sol, on a une érosion, ok, et ce mouvement de sol là crée des déchirures, des fissures dans le building qui n'est pas loin de ce cours d'eau là. Ok, donc il y a des techniques pour pouvoir faire de telle sorte qu'on évite ces érosions qui sont très minuscules mais qui ont des effets très visibles. Dans la maison, vous voyez des fissures partout, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient de ça, parce que vous avez un mouvement de sol en bas. Et soit vous compactez très bien même si vous compactez votre sol, vous pouvez toujours avoir ces mouvements-là. Donc, il y a des techniques, je ne vais pas dire les techniques, allez-y voir des gens qui font de ça leur business pour pouvoir vivre, parce que si on vous dit, vous allez essayer de les contourner, alors que c'est ce qu'on veut éviter. On ne veut pas que vous les contourniez, on veut que vous allez les voir, parce que ce sont des professionnels, c'est ce qu'ils font comme métier. Ok, donc on a les causes géotechniques, on a aussi les causes structurales. Donc dans les causes structurales, il y a deux sortes de causes structurales. Il y a les causes structurales dues aux forces, il y a les causes structurales dues à la qualité du matériau qu'on utilise. Donc par exemple, on a des supports qui ne sont pas adéquats, des supports un peu minces pour des charges un peu plus lourdes. Et c'est le building d'engrais, vous pouvez voir l'immeuble qui était à côté, vous allez voir que le poteau était assez mince. Et pour ça, on va parler de ce qu'on appelle l'air tributaire. Ok, donc il faut que le membre, que ce soit poutre, colonne ou tout ça, soit assez adéquat pour la charge qu'il supporte. Ok, donc si le membre n'est pas adéquat, on a une cause structurale, c'est que le membre va céder et après s'il se casse, tout ce qui est autour commence à se casser, et après on a un écoulement de building. On peut avoir aussi des supports qui ne sont pas mesurés, excusez-moi, j'ai pas d'accent, donc démesurés. Donc on peut avoir des supports qui n'ont pas les mesures qu'il faut, ok, le dimensioning n'est pas assez bien, il doit faire combien de mètres carrés de surface qu'on appelle cross-section area en anglais. Donc la section, quand tu le coupes au plan perpendiculaire à ce qui supporte la section là, à un certain area, une certaine surface. Et cette surface-là doit être proportionnelle à la charge qu'elle supporte. Si elle est plus mince que par rapport au calcul, vous allez avoir une faute technique structurale qui peut créer l'écoulement du building. Donc, la faute peut être structurale et puis ton building peut tenir. C'est pas parce que ton building tient que tu n'as pas de faute structurale. Mais on veut éviter les fautes structurales parce que les fautes structurales entraînent vers des écoulements de building, ok, qu'on appelle des défaillances. Ok, ça crée des défaillances et ces défaillances-là peuvent créer la mort, peuvent créer des écoulements et tout ça. Donc, on peut aussi avoir des causes dues à la maturité du building. C'est-à-dire que quand vous coulez un béton, le béton doit se tester. Le béton doit se tester. Le béton atteint sa maturité au 28e jour. Et c'est là que quand vous voyez la science et quand vous observez, le scientifique, c'est quelqu'un qui doit croire en Dieu. Parce que 28e jour, un mois normal, normalement, c'est 28 jours. Donc, on a arrondi à 30, février, on a laissé normalement 28 jours. Le cycle mensuel même de la femme, c'est 28 jours, normalement. Donc, 28 jours, c'est le temps de maturité de tout ce que Dieu a créé. Donc, le béton suit cette loi. Le béton a sa maturité où il ne peut plus grandir, il ne peut plus trop grossir. Il ne peut plus avoir une charge compressive, okay, assez forte, assez grande. Donc, sa croissance de résistance à la compression diminue après le 28e jour. Sinon, normalement, le béton augmente dans sa résistance à la compression éternellement. Okay? Plus il évolue en âge, plus ça augmente. Mais du 0e jour au 28e jour, il a une croissance très grande et après ça, la croissance est vraiment, vraiment basse. Combien de MPa par jour, ça diminue vraiment. Donc, 28 jours, c'est très important. Mais on ne va pas, on fait le calcul par rapport à la force compressive du béton au 28e jour, mais on n'attend pas 28 jours. Ok, parce qu'on va dire que ça doit faire par exemple 5000 PSI. PSI, c'est pound per square inch. Ça, c'est une unité anglaise, américaine. Mais
En français, on va utiliser par exemple les mégapascales et autres. Ce sont des mesures de contrainte. Ok, la contrainte, c'est la force divisée par l'air. Donc, la surface. Donc, il va avoir par exemple des unités de mégapascales et tout qui peuvent supporter cette charge. Donc, si on a calculé que c'est ça, c'est ce que le béton doit attendre en 28 jours. Mais vous faites un mixage d'un béton qui peut dépasser ça. Il dépasse ça. Donc, dans les 7e jours, le béton va atteindre ça. Okay? Mais un béton doit se tester pour qu'on sache qu'il a atteint la force compressive qu'il est supposé atteindre avant qu'on ne passe à un autre niveau. Parce que si vous mettez l'autre niveau sur un béton frais, vous allez créer des fissures internes. Et les fissures internes sont vraiment difficiles parce que les fissures internes ne se voient pas. Sont vraiment, je vais dire, dangereuses. Parce que les fissures internes ne se voient pas. C'est les fissures externes qui peuvent se voir et puis on peut savoir qu'il y a un problème. Vous avez créé des fissures internes parce que le béton est frais et il ne va plus jamais pouvoir performer comme il doit performer parce qu'il est dissocié à l'intérieur. Ok, donc il ne va pas pouvoir supporter et vous allez augmenter les charges jusqu'à un certain moment, il va se casser. Donc ça sont des causes structurales dues à la qualité. Ok, maintenant voilà un exemple de fondation. C'est une photo que j'ai prise comme ça. Mais là, par exemple, c'est un building qu'ils vont faire en bois. Ici aux États-Unis, ils font beaucoup le bois. Et comment je sais qu'ils vont faire ça en bois? Je vois les anchors qui sont là. Ok, on peut avoir des poteaux là à la place où on met les anchors, mais je crois pas. Ils vont où vous voyez les anchors qui sont là. Je vais voir si la souris arrive ici. Ok, les anchors qui sont là, c'est anchor, c'est des encres. Ok, et bolt, c'est boulon. Donc ils vont mettre une planche. Ok, bon, deux planches qui vont superposer qu'on appelle le double plate. Ok, ils vont mettre des double plates here et puis après maintenant ils vont élever un mur en bois. Maintenant, le anchor qui est là, il prévient le mur en bois là de ne pas tomber, de ne pas rotate, de ne pas faire une rotation. On appelle ça overturning moment. Donc, ça prévient, ça empêche le overturning moment. Donc, ici, la fondation, c'est quoi? Vous avez vu ce carré qui est là? On appelle ça un footing. Un footing, et ça, c'est un reinforcing bar qu'on appelle rebar. Ok, rebar pour dire reinforcing bar. Ok, et là c'est le sol, et ce sol là doit être compacté. Ok, et là ce sont les aggregates qu'on met. Donc il y a un subgrade, il y a un subbase, il y a un base, et puis après maintenant il y a le concrete qui est le béton. Et la fondation, c'est ça c'est une fondation pour la structure qui va être en haut. Ok, donc ça sert de fondation, le footing sert de fondation aux colonnes qui est là. Ok, mais ça c'est un wall, donc ça continue, c'est un mur, ça continue tout le long. Alright, et ça sert de fondation à la structure aussi, au slab qui est ici. Le slab c'est une dalle, mais ça c'est ce qu'on appelle slab on grade ou bien slab on ground. C'est que c'est une dalle mais sur le sol. Ok, c'est très souvent pour les premiers niveaux, pour les rez-de-chaussée et tout. Donc voici la même chose mais avec un renforcement qui est un peu plus visible. Ça c'est un wire mesh. Un wire mesh c'est un renforcement treillis mais plus petit, plus mince avec des carrés plus petits, ok, parce que c'est plus rapproché et plus faible. Normalement, on fait ça pour ce qu'on appelle TNS, Temperature and Shrinkage, ok, pour la température, parce qu'il y a ce qu'on appelle Thermal Expansion, qui est l'expansion quand il y a la chaleur ou bien une différence de température. Quand il fait froid, ça se contracte, quand il fait chaud, ça se dilate. Et donc, on a besoin de ces rebars-là qui n'ont pas besoin d'être gros. Hein, parce que normalement, les rebars prennent les forces de tension. Ok. Et voilà, le gravel, c'est du gravier. Le footing qui est là, reinforcing rod. C'est la même chose comme reinforcing bar. Ben, quand on met un rod, c'est que ça n'a pas besoin d'être d'avoir les rods, il y a les choses autour des barres là. Souvent c'est lisse, quand c'est lisse on peut appeler ça juste rod au lieu de rebar. Et la compaction, ça c'est ce qu'on appelle un hand compactor. Donc ici c'est une tranchée, ok, c'est une tranchée, en anglais on appelle ça trench. So la tranchée qui est là sur mesure par rapport au building que tu as, il y a un calcul, ok, qui doit être fait pour savoir l'épaisseur, la largeur de ta tranchée, la hauteur de ta tranchée, et la hauteur de ta tranchée va te donner aussi l'épaisseur du béton que tu vas mettre à l'intérieur. Et
là, maintenant, on fait un compactage. Et le compactage aussi, c'est test. On prend des samples, on teste ça au laboratoire pour voir à quel niveau il faut compacter ça. C'est avant qu'on ne fasse ça. Et quand on fait ça, le test s'appelle le Proctor test. Okay? Un test de Proctor. Le gars qui a créé ça s'appelle Proctor. C'est John Proctor, quelque chose comme ça, mais son nom de famille c'est Proctor. Et il a donné une courbe. Et avec la courbe, tu peux savoir le niveau d'eau qu'il faut mettre parce que tu ne compactes pas quelque chose à sec. Il y a un certain niveau d'eau qu'il faut mettre pour que ça mouille un peu, pour que ta compaction doit prendre. Mais tu ne dois pas aussi trop mouiller, sinon tu vas dissocier ton sable. Il ne faut pas que le sable soit dissocié. Il faut un peu d'eau pour que ça puisse couler, mais il ne faut pas trop d'eau. Donc, il y a ce qu'on appelle le optimum water content. Okay? C'est un pourcentage. Et quand tu as ça, tu sais comment il faut compacter. Et maintenant, il y a plusieurs appareils qui peuvent venir mesurer ton niveau de compactage. Il y a le Troxler qui vient, tu mets, ça te donne ton moisture content, ça te donne tout ça, tu mesures. Il y a aussi un autre appareil qui mesure, qu'on appelle le penetrometer. Mais je ne vais pas trop parler de ça parce qu'il faut laisser les gens qui font le travail, faire leur travail pour vous dire. OK? Comment votre sol est. OK, ça c'est pour le rebar d'un footing. OK, donc un footing, c'est pour le rebar d'une colonne, mais la partie basse qui est là, c'est pour le footing de la colonne. OK, le footing, c'est, comme on dit en anglais, foot, c'est pied. OK, donc c'est pour faire asseoir la colonne, c'est le pied de la colonne qui est là. Donc c'est son rebar qui est là. OK, et le haut, c'est pour la colonne. La colonne, c'est un poteau. OK, donc par rapport à la charge que le poteau doit supporter, il y a le numéro de barres de fer qu'il faut, ok, et aussi l'épaisseur du footing et la largeur du footing. Donc tout ça se fait par calcul. Et les calculs ne sont pas des calculs simples. Ce sont des calculs très compliqués. Ok, il faut donner aux gens ces petits détails-là font beaucoup de différence. Ça sauve des vies, ça sauve des buildings, ça sauve beaucoup de choses. Ok, et il faut donner aux gens comme on appelle, l'intérêt de faire le travail, ok? Et là, c'est ce qu'on appelle un spread footing, ok? Les deux sont des spread footing, mais il y a un qui est rigid et puis il y a un qui est flexible, ok? Flexible parce que lui ici, il n'a pas l'angle okay, que celui-là a ici. Et ce qui fait que quand il y a des secousses, parce qu'il y a des forces latérales, la force, la pression du vent est très importante dans les buildings. Quoique ça ne joue pas, mais parce que le vent vient, ça tape l'eau joue, on croit que ça fait rien. Mais avec des buildings, ça fait beaucoup de différence. Donc, et quand il y a ces mouvements latéraux là, cette colonne qui est là est un peu flexible pour bouger. Alors que celle qui est là, qui a le rigid spread footing, ne peut pas bouger comme ça. Ça bouge moins en tout cas. Mais s'il y a trop de forces latérales, genre des séismes ou bien des, comment on appelle ça, hurricanes, genre des ouragans, mais des trucs comme ça, ça va bouger. Donc tout ce qui est catastrophe naturelle, l'ingénieur n'est pas responsable. Il est responsable pour des conditions normales. Quand c'est catastrophe naturelle, tremblement de terre ou tout ça, qu'il y a des dégâts, c'est pas une faute attribuée à un ingénieur. Donc voilà un footing à quoi ça ressemble normalement. Ok. Et là ils ont fait le coffrage, pour une partie du coffrage, juste pour l'intérieur dedans. Après ils vont finir le coffrage pour pouvoir couler le béton à l'intérieur. Ok. Ça c'est juste des images. Ok. Et quand c'est comme ça, tu n'as pas besoin de toute la fondation, c'est-à-dire de la tranchée et tout. Tu peux commencer avec tes footings, ta colonne, mais à un moment donné, il faut faire ta tranchée. Si tu es sûr qu'il y aura des murs là, s'il n'y a pas de murs que ça doit supporter, tu n'as pas besoin de faire une tranchée. Mais s'il y a des murs qui doivent être là, tu as besoin de faire une tranchée. Okay? S'ils veulent des espaces ouverts, les colonnes peuvent suffire pour supporter une charge. Ça dépend de comment est-ce que tu dois faire le cross-section area. Okay? Cross-section area, je vais vous montrer le cross-section area quand je vais avoir un plan. C'est-à-dire que si je coupe là, l'air qui est là sera le cross-section area de la colonne, du poteau. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les aires tributaires. Les aires tributaires sont très importantes parce que ça vous montre quelle charge fait tribut à la colonne. C'est-à-dire que la colonne est responsable de supporter quelle charge. Et c'est un principe assez simple, mais on peut faire des erreurs là-dedans. Ok, j'ai fait des erreurs, il y a des erreurs quand le truc est un peu compliqué, mais le principe est le même.
et il est simple. Vous voyez cette colonne-là, ok? Cette colonne supporte cette aire qui est là, ok? Ils ont mis AC, area of column, ok? Let me see, AT, sorry. Si c'est AT, c'est dit tributary area, ok? Air tributaire. Non, T, le T est en bas, c'est air tributaire, tributary area. Donc, comment on fait pour trouver l'air tributaire? D'une colonne à une autre. Donc, cette colonne, la prochaine colonne à sa droite est cette colonne. Donc, chacun doit supporter la moitié dans la direction. Donc, d'ici à cette direction, cette colonne-là prend la moitié, l'autre colonne qui la prend l'autre moitié. Donc, tu traces ici, tu mets un trait là. Après, tu viens ici. De cette colonne à cette colonne, cette colonne dit, moi, je prends la moitié, toi, tu prends l'autre charge. Donc, il s'arrête ici. Lui aussi, d'ici à l'autre colonne qui est là-bas, ça s'arrête ici. Et d'ici à cette colonne qui est là, il prend la moitié. Donc, chacun prend la moitié-moitié. Mais c'est d'une colonne à une autre. Ce n'est jamais... faut pas se dire... Les gens peuvent faire... Ils vont dire, OK, la distance d'ici à là, c'est 1,5. OK, 1,5 là, il prend ça comme un radius, comme un rayon. Et puis, il dit, OK, je prends cette distance. Il prend cette distance. Il prend cette distance. Il prend cette distance. La distance d'une colonne à une autre peut être différente par rapport de la gauche à la droite peut être différent de la droite à la gauche. Donc, c'est moitié par rapport à la prochaine colonne. Donc cette colonne qui est là supporte seulement les charges qui sont ici, là, dans son carré. Donc, c'est son aire tributaire. Donc, à nous maintenant de calculer, aux ingénieurs maintenant de calculer, tout ce qui va être ici, que cette colonne va supporter. Donc, ils vont calculer ce qu'on appelle le poids mort. En anglais, on appelle le dead load. Ils vont calculer aussi ce qu'on appelle le live load, le poids vivant. Donc, le live load, c'est les personnes qui vont être là, les équipements que vous allez mettre, votre fauteuil, votre CC, vos machines, si c'est comment on appelle une usine, des machines qui vont être là et tout. Ce qu'on peut enlever plus tard, on peut changer plus tard, c'est le live load. Le dead load, c'est ce qu'on appelle self-weight en anglais. Donc, le poids du béton lui-même qui est là, comme la dalle, ça c'est le dead load, il va être là permanemment. Ok, donc tous les poids permanents sont des dead load, tous les poids qui peuvent changer, qui sont removables, sont des live load. Donc, quand vous avez ça, vous calculez tout ce qui est poids et charge ici, du haut jusqu'à la prochaine dalle, jusqu'au prochain niveau, parce que jusqu'au prochain niveau, l'autre colonne de là-bas jusqu'à l'autre niveau va s'occuper de ça. Donc, vous avez ça, et quand vous calculez, vous savez que c'est cette charge-là que cette colonne-là doit prendre. Et donc, vous savez quel est le area que cette colonne doit supporter. OK? Donc, une fois que vous avez ça, vous calculez ce qu'on appelle le PCR. C'est-à-dire P critical. OK? P, le truc est resté P parce que c'est une formule qui venait des Français. Et P, c'est pour le poids. Donc, c'est le poids critique. Donc, on appelle aussi critical load en anglais. Et c'est le poids critique. Donc, c'est la charge que cette colonne doit avoir. OK? Et une fois qu'on a ça, normalement, il y a ce qu'on appelle PU, PU et puis PN. PN, c'est le poids nominal. OK? C'est le P, nominal P, et puis PU, c'est ultimate P. Et il y a certaines formules qu'il faut pour calculer ça, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, si on a ce même principe, cette colonne qui est là, supporte d'elle à la prochaine colonne à sa gauche ici, d'elle à la prochaine colonne à sa droite ici, d'elle à la prochaine colonne devant elle ici. Vous voyez qu'il n'y a rien de derrière ici, parce qu'il n'y a pas une autre colonne dans ce sens. Donc, elle supporte seulement un poids qui est là. Alright? Le principe est le même. En bleu, ce sont les airs tributaires des beams. Les beams, ce sont des poutres. Ok? Donc, cette poutre qui est là supporte entre elle et la prochaine poutre qui est là, la moitié. Entre elle et la prochaine poutre qui est là, la moitié. C'est fini. Il n'y a pas entre cette poutre et cette... Non, c'est ça, c'est continu ici. OK? Donc, de poutre à poutre ici, de poutre à poutre là. Ce qui est là, cette poutre-là va s'occuper de ça. Ce n'est plus le problème de cette poutre. Donc, on sait que cette poutre supporte une charge qui est là. Donc, on calcule tout ce qui est charge dans ce carré-là jusqu'à la prochaine dalle en haut. OK? Et ce qui est de l'autre côté, l'autre poutre qui est dans l'autre dalle va s'occuper de ça. OK? Donc, et c'est comme ça. Donc, vous voyez, j'avais dit que
la distance d'une colonne à une autre peut changer de gauche comme de droite. Donc, quand on respecte le même principe, vous voyez, d'ici à la prochaine colonne, ça s'arrête là, mais d'ici à la prochaine colonne, la moitié s'arrête ici. Donc, à gauche est un peu plus petit qu'à droite. Donc, il ne faut jamais se dire, on fait 1 et puis on prend la même distance, on fait partout. Parce que si vous commencez à gauche, vous allez vous dire, oh, je m'arrête ici et la même distance, je fais partout. Non, cette distance est beaucoup plus grande. Donc, chacun supporte jusqu'à la moitié de l'autre. L'autre va supporter l'autre. Et c'est comme ça, le poids va se séparer de cette manière. OK? Et c'est ce qu'on appelle le load path. Le chemin du load. Le load, c'est la charge. Donc, le chemin de la charge. Et ça quitte du toit et ça va jusqu'à la fondation. Et ça se comporte exactement comme le courant. Où il y a plus de résistance, ça essaie d'éviter. Où il y a moins de résistance, c'est là-bas que ça va. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Ok, c'est la même image que j'ai agrandie. Ok. Et je parlais du critical load. Et voilà comment on fait le critical load. Ok. Et le P critical qui est là, c'est le critical load. Et voilà la formule. Et le I qui est là, au fait, c'est ce qu'on appelle le modulus of elasticity. On appelle module de Young ou bien module d'élasticité en français. J'ai dit I, mais c'est E en français. Et maintenant, le I, qui est I en français, c'est, comment on appelle ça? Le moment d'inertie, ok? Moment of inertia. Et le LI qui est là, LE, on appelle, c'est un length, mais on appelle effective length, ok? Donc, c'est la distance, ok? Vous voyez, c'est la distance effective, ok? Ça, c'est la distance de la colonne qui est là. Et il y a le poids qui est la P qui vient sur la colonne. Et le même counterweight, le même poids contraire qui vient ici, ok? Et ça, c'est la length, c'est la longueur normale. Mais il y a ce qu'on appelle bracing. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Et quand vous avez bracing, vous avez ce qu'on appelle la distance entre chaque brace s'appelle un brace length, qui est LU. Et maintenant, le effective length, c'est par rapport au slenderness ratio. C'est un peu compliqué. Donc, je vais laisser ça. OK, ça ne nous sert pas. Et il y a des formules pour pouvoir trouver le slenderness ratio dont je viens de parler tout de suite. Et dans sa formule, le slenderness ratio, la formule c'est KL sur R. Le R, c'est ce qu'on appelle le radius of gyration, le rayon de gyration, si je peux traduire en français de cette manière. Je ne sais pas comment les Français francophones appellent ça, mais c'est radius of gyration. Et lui, le KL over R, c'est comme ça qu'on calcule. Et le K dépend de comment est-ce que ta colonne est rattachée. Okay? Il y a des rattachements, il y a ce qu'on appelle fixe, il y a ce qu'on appelle freehand, tout ça. Donc, par rapport à ça, tu dois savoir quel est le cas que tu dois prendre pour faire ton KL over K. Okay? Donc, ça, c'est des pratiques techniques. Okay? Et on va quitter vite dans les trucs techniques ici, mais quand vous avez des forces latérales qui s'opposent au building, vous avez ça. Et ces parties ici sont les parties les plus sensibles. Okay? Et c'est là qu'on peut avoir les effondations. Okay? Et les cracks dont je parlais là, par rapport au mouvement du sol, dû à une mauvaise compaction ou un cours d'eau qui est quelque part où il y a un mouvement du sol, ça fait que là, par exemple, il y a un côté qui est permanent parce que vous faites une construction, vous voulez que ça ne bouge pas là. Mais le sol est en train de bouger. Donc, en bougeant, il y a un shear force, genre ça se frotte à ça et ça bouge. Sorry. Et en bougeant, ça, lui, il reste fixe, lui, il bouge, ça crée la fissure, c'est une déchirure qui vient. Et les déchirures essaient d'aller dans les mouvements les plus faibles et les mouvements, les côtés les plus faibles de votre maison. Et quand vous voyez ça, les fenêtres, ce sont des coins très faibles. Okay? Donc, à 45 degrés, ça essaie de venir là parce que c'est là que vous avez l'intersection des deux axes de votre fenêtre, des windows. Donc, ça essaie d'aller là-bas. Ok, il y a un autre problème aussi qu'on appelle settlement. Settlement, c'est quand le sol n'est pas assez compacté et le poids
de ce que vous avez fait que ça s'enfonce dans le sol parce que c'est des poids, c'est des tonnes. Votre maison, c'est à ses côtés ici, là, c'est des tonnes qu'il y a qui s'appuient sur des choses. Donc, si votre bearing capacity, c'est-à-dire la capacité de pouvoir supporter, la capacité de support de votre sol n'est pas assez large, n'est pas assez grande, ok? Donc, un bearing capacity, c'est ça l'unité d'une contrainte, ok? Force over area, genre force sur surface. Donc, si par exemple, les bearing capacity qu'on a ici aux États-Unis, vous pouvez faire certaines constructions, très souvent c'est entre 2000, 2500, 3000 pounds per square foot, ok? Donc, si par exemple, vous avez 5000 pounds ici sur ce 1 square foot qui est là et que votre bearing capacity est 3000 pounds per square foot, donc vous avez 2000 pounds per square foot de less, de moins. Donc, ça va diminuer, ça va faire que ça va s'enfoncer. Et en s'enfonçant, c'est pas partout pareil. Donc, il y a d'autres qui vont s'arrêter, il y a d'autres qui vont s'enfoncer. Donc, ça crée des déchirures. Quand une partie bouge, une autre partie ne bouge pas, ça crée des déchirures. Vous n'avez pas quelque chose d'uniforme sur votre maison. Donc, il faut compacter de telle sorte que le plus petit niveau soit au moins au-dessus de la force de mouvement. Ok, de telle sorte que vous n'aurez jamais quelque chose d'uniforme. Ok, donc ça crée ce qu'on a ici comme les cracks. Et les cracks, ce sont les premiers éléments de failure, ce sont les premiers éléments de déficience dans un building, dans un immeuble. C'est par là que les déchirures commencent, c'est par là que tout ce qui est failure, tout ce qui est destruction commence. Ça commence par des cracks. Ok? Alright. Et là, c'est aussi des cracks, mais c'est dû à settlement. Settlement dont on est en train de parler là. Vous voyez ici, là, les fenêtres, là, 45 degrés, ça c'est une loi du génie civil. Les cracks aiment venir au bordure, ok, des edges où il y a 45 degrés, c'est là ça commence à grossir à partir de tu vois même c'est par là que ça rentre, ok. Et voilà, là on dit le sol has poor bearing capacity, genre le sol a un bearing capacity qui est pauvre. Donc quand c'est comme ça, il y a des enfoncements, un côté reste, l'autre côté s'enfonce un peu, ça pue l'autre. Donc en voulant rester une résistance à déchire, ok. Et je pense que là, on va regarder des vidéos que j'avais prévues. Là, c'est où j'avais mis mes... j'ai coupé ça. Ok. Alors, on va regarder un building collapse. Ok. Donc, là, c'était des gens qui travaillaient. Ok. Je vais voir si je peux... Ok, qui travaillait. Alright. Regardez à gauche ici. Ok, je vais répéter, je vais remettre. Donc, les gars sont en train de travailler. Et voilà ce qu'ils ont pris pour soutenir leur building. Des choses vraiment minces. Ok. Comme support, c'est très mince. Si vous vous rappelez de ce qu'on a parlé comme territory area. Ok, donc le territory area, quand tu les calcules, tu sais ce qu'il doit supporter. Donc par rapport à ça, tu augmentes le cross-section area. Ils ont fait une répétition, c'est vrai. Mais si tout ce que vous utilisez est faible, ok, la multiplication ne peut pas vraiment vous aider. Parce que dès que vous avez une failure quelque part, tout suit. Tout suit. Une fois que un a craqué, c'est-à-dire que l'autre commence à être en déphasage, commence à recevoir un peu plus lourd. Et l'autre commence à recevoir un peu plus lourd, et l'autre commence à recevoir un peu plus lourd qui ne peut pas supporter. Donc ça craque et c'est en avalanche et ça détruit tout. Donc le poids où ça commence à céder sera sur cette gauche ici. Et si vous regardez sur cette gauche, là il y a mouvement. Il y a mouvement, il y a plus de load, il y a plus de charge ici. Ok, donc lui il supporte beaucoup plus là. Et c'est là ils sont en train d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Et là, ça va craquer. Et une fois que ça craque ici, l'autre commence à supporter un peu plus que l'autre. Parce que si vous vous rappelez, d'une colonne à l'autre colonne, ou bien d'un support à l'autre support, tu prends la moitié. Mais si l'autre n'est plus là, tu prends lui sa charge. Donc chaque petit bois ici commence à avoir un peu plus qu'il devait avoir. Et donc, ils étaient à leur limite. Donc chacun craque, jusqu'à ça fait un avalanche, ça se casse. Et ça, c'est quelque chose de très bien en forensic engineering.
Ok, donc dans structural engineering, il y a ce qu'on appelle forensic engineering, ça c'est des choses un peu plus poussées. Ma spécialisation était en structure, mais forensic est un peu beaucoup plus poussé. C'est qu'il faut avoir beaucoup de connaissances en structural et puis pour pouvoir déterminer les causes et les effets des accidents quand ça se passe. Donc là, je vais remettre, ok, je vais remettre à 0, mais regardez un peu de ce côté, ok. L'autre côté aussi, là-bas, il y a un mouvement. Mais ici, il a commencé à céder. Et vous ne pouvez plus. Et cet homme-là, c'est le plus chanceux. Parce qu'il est tombé sur des choses. Hein. Il est tombé sur des choses piquantes. Là. Regardez, là, il tombe. Il tombe. Mais, vous allez voir qu'il va s'élever. L'autre là-bas, je ne crois pas qu'il est un peu plus chanceux que ça. Ça pourrait casser ses côtes. La construction, c'est quelque chose d'assez... et voilà le wire mesh qui est là. Okay. Bon, là, il est en train de détruire. Il y a quelque chose de très important qu'on doit savoir, c'est que la construction, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de complexe qu'il faut savoir. Ok, il y a assez de formules physiques et tout. Il faut avoir une certaine connaissance ou avoir un ingénieur derrière vous qui connaît tous ces genres de choses. Mais la destruction, ok, ce qu'on appelle demolition, ok, démo, pour la démolition, ok, c'est encore beaucoup plus complexe. Donc c'est la différence avec la vie normale. Le génie civil, c'est dans la vie normale, il est plus facile de détruire quelque chose que de construire. Ok? Tu prenez une bombe là, vous mettez boum, c'est fini, il est détruit. En génie civil, il faut attention à votre surrounding, aux gens qui sont autour de vous, et il faut faire une destruction par étape, par phase, de telle sorte que ce soit bien complété, il n'y ait pas d'accident. Normalement, les destructions se font d'en haut à en bas. Et pourquoi ça se fait d'en haut en bas? Parce que en enlevant le haut, vous avez toujours quelque chose en bas qui peut supporter tout ce qui est en haut. Ok? Parce que quoi? Tout ce qui est en bas doit être capable de supporter tout ce qui est en haut. Ça, c'est la loi du génie civil. Tout ce qui est en bas doit être capable de supporter ce qui est en haut. On design du haut en bas, mais on construit du bas en haut. Ok? Donc, tout ce qui est en bas doit être capable de supporter tout ce qui est en haut. Donc, quand vous diminuez, vous commencez à casser le haut, vous diminuez la charge, vous diminuez le structural load de tout ce qui est en bas. Donc, tout ce qui est en bas commence à être beaucoup plus confortable et à avoir moins de load à supporter. Donc, les cassures se font d'en haut à en bas et jamais du bas au haut. Parce que quand vous faites du bas au haut, vous augmentez les charges structurales de chaque autre colonne. Par exemple, si vous cassez cette colonne-là, elle n'est plus là. Donc, celui-là commence à prendre un peu plus de charge. Les mêmes choses qui sont passées avec les bâtons qui sont collés là-bas, qui sont tombés là-bas. Donc, il va commencer à faire le wrong work. Ok? Et tous ceux qui sont autour, personne ne voit ça en quelque chose de bizarre. Et il va continuer. Et en continuant, ça va arriver. Ce qui doit arriver va arriver. Il n'y a même pas de magie dedans. Donc, il est en train de casser. D'abord, avant même qu'il les casse, il rend ça fait. Ok? Et le building est là, il est en train de s'enfoncer. Ok? Et c'est des choses vivantes. Il faut savoir que ça se comporte. Ça doit que ça reste. On a une amie de diminuer la cross-section area la colonne, il a diminué la capacité de résistance de la colonne, il a diminué tout ce qui se passe. On commence à détruire du haut, voilà un pas, jamais du bas. Et il avait déjà fait le 6. Et ça va. Tu espérais quoi?
Je ne sais pas ce qu'il espérait, mais c'est ça. Donc, est-ce que c'était les 2 vidéos? Je vais voir s'il y en a une autre. Panicked families run for their lives. Philippines. Manila, Philippines. Et je vais mettre pause. Ça, c'est en Philippines, comme ils l'ont dit. Et il y a un building qui commençait à s'écouler. Donc, les gens ont pu voir que ça se penchait et ça se coulait. Donc, il y a des modes de destruction. Il y a des modes de collapse. OK, collapse en anglais, mais il y a des modes d'effondrement de building qui sont faits et qui peuvent nous dire quelle est la cause, quelle est la base. C'est-à-dire que quand vous voyez le building rotate dans son entièreté, ok, il n'y a pas de pistes qui se détruisent une à une. Il est entier et il se penche, l'immeuble entier il se penche jusqu'à tomber. Ça, c'est un problème de sol. Parce qu'il y a un glissement. Ok, c'est un problème de sol. Et si c'est un problème de sol, 90% des chances, c'est un problème de fondation que vous avez. Ok, donc voilà ce qui se passe. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway. When suddenly, c'est un problème de sol. C'est un problème de sol parce que tout ce qui est structure est intact et puis il se penche. Le sol men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. On va repartir avec la conclusion. Alright, so donc comme je disais, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'avoir des codes stricts, ok, d'avoir des codes stricts, d'avoir le plan design et reviewed, genre ça a été confectionné et vérifié par un ingénieur, ok, par un ingénieur, alright, ça peut être fait dans un premier plan par un architecte, c'est leur travail, c'est normal, pour avoir votre géométrie de la maison que vous voulez. La révision structurale doit être faite par un ingénieur. Ce sont des mathématiques, ce sont des physiques, c'est beaucoup de choses qu'un architecte ne connaît pas. Ok, c'est comme demander à un pharmacien de faire une chirurgie. C'est pas son travail. Ok, demander aussi à un médecin de faire le travail du pharmacien, c'est pas son travail. Ok, chacun a son rôle. Alright, donc vérifié par un ingénieur. Ok. Après cela, il faut qu'il y ait des gens qui sont qualifiés qui construisent. Mais quand ces gens-là construisent, il faut qu'il y ait des gens qualifiés et certifiés qui vérifient le travail. La certification aux États-Unis, on ne blague pas avec. On ne blague pas avec, on ne s'amuse pas avec, on ne joue pas avec. Ok? Il faut que ce soit certifié. Alright? Parce que dans nos projets ici, ok, dans nos projets ici, quand quelqu'un doit inspecter quelque chose qui a besoin de special inspection, on a besoin de quelqu'un qui est certifié. Ok, et les certifications, quand l'équipe de SIA, les Special Inspection Agency, nous envoie des gens, nous on vérifie directement si la personne est certifiée. Si la personne n'est pas certifiée, la personne n'est pas en mesure de pouvoir inspecter. Et qu'est-ce qu'on fait par exemple? On vient là et on vient sur le site internet par exemple. Par exemple, ICC, c'est International Code Council, c'est eux qui font les IBC et tout. Donc par exemple, là-bas, si moi par exemple je vais inspecter quelque chose, je dois l'inspecter avec, par exemple, je certifie en béton, en style, en tout ça. Mais le style, par exemple, est fait par ICC. C'est pas ACI.
Donc, c'est ICC qui va faire ça. Même si c'est EASC qui donne, il ne donne pas les certifications. Donc, c'est ICC qui donne ça. Donc, on va sur iccsafe.org. Je vais là-bas. Et je tape le nom. Par exemple, il y a notre inspecteur qui vient d'habitude là. Je vais taper son nom. Ok. Je vais taper. Bon, le site a changé. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre certification, par exemple. Et je vais aller dans Verify Certification, parce que c'était comme ça qu'on appelait. Mais je vais voir ce qu'ils ont mis. Ok, je vais taper ici, voir. Et puis, je vais mettre Verify Certification Status. Et son nom, c'était Kennedy ID or record, ou bien le email. Donc, on ne peut plus mettre le nom. On ne peut plus mettre le nom. Je ne peux plus mettre le nom. Je vais essayer de mettre mon nom. Mon nom. On peut plus. Oh! Je vais voir si je peux mettre son nom ici. Je vais mettre moi-même mon email. Ok, donc ici je peux voir que Structural Steel and Bolting, par exemple, je suis là jusqu'en 2021. Ok, je voulais mettre l'autre, mais je n'avais plus à mettre son nom. Donc, on vérifie avec ça. Si par exemple la personne vient avec le ACI, donc on va dans concrete.org. Ok, et puis ici tu viens dans Certification, tu viens dans Verify Certification directement. Tu dois taper I agree et tu dois taper, par exemple, je vais mettre le last name. Je ne mets plus le nom des gens, même moi maintenant. Donc là, je vais voir que ok, ça va expirer bientôt. Ça, c'est pour pouvoir tester le béton sur le field, n'importe quel field. Ça, c'est Special Inspection Construction, quand c'est un peu spécial. Les inspections sont un peu spéciales, un peu de qualité. Ça c'est pour pouvoir travailler dans un laboratoire pour pouvoir déterminer la strength. Donc, jusqu'en 2023, je suis OK pour ça. Jusqu'en 2022, je suis OK pour ça. Ça, je dois renouveler. Ça s'expire chaque 5 ans. Donc, je dois aller renouveler ça bientôt, avant octobre. Alright. Donc, si quelqu'un doit aller inspecter le béton, par exemple, normalement sur un freeway, sur une autoroute ou bien dans un building, il y a ça. Si la construction est un peu spéciale, un peu trop technique, il faut qu'il ait ça. Si c'est dans le laboratoire, pour pouvoir analyser, tester le béton, il faut ça. Et les certifications, on ne blague pas avec. Donc, les trois niveaux, d'inspection, de vérification doivent être faits. Les trois niveaux, genre le design doit être fait, la construction par des gens expérimentés doit être faite, et puis l'inspection qui doit être suivie d'un rapport, ok, qui doit être mis dans les locaux de la structure ayant la juridiction, ok, par l'agence ayant la juridiction. Sûrement qu'en Côte d'Ivoire, ça va être peut-être le ministère de la construction ou bien ministère de quelque chose, ok, mais ça doit aller là-bas, ok. Maison numéro tant, programme de construction, lot, tant, a été fait, et tous les rapports de la fondation jusqu'à la toiture, c'est enregistré, c'est dedans. C'était approuvé par tel inspecteur, quand ils ont fait. Ça a été d'abord approuvé au design par tel ingénieur. Est-ce que vraiment ça a été construit comme l'ingénieur? Parce que le travail de l'inspecteur, c'est tout. Lui, il vient au milieu pour savoir si c'est que l'ingénieur a design ou vérifié, c'est ce qui a été vraiment construit. C'est tout. Est-ce que ce que l'ingénieur a fait sur les documents qui sont signés, c'est vraiment ce qui est construit sur le terrain? C'est tout. On dit ça doit faire
la tranchée doit faire combien de mètres, combien d'épaisseur, combien de ceci, combien de ça. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as fait? Il faut que ce soit fait, il faut que ce soit vérifié. Donc, c'est le contrôle et suivi des travaux, en fait. Alright. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si je vais diviser la vidéo. Peut-être dans un premier temps, je vais donner comme ça. Après, je vais diviser en plusieurs parties, comme j'ai fait pour les autres. Mais c'est très important d'avoir ces informations. On ne peut pas parler de tout, ok? Mais on peut parler d'un peu de choses. Ok, et si vous avez des questions pour des choses que vous n'avez pas comprises, on peut en parler. Ok, alright, thank you, bye.